Alors, je vais parler en français parce que mes forces diminuant de jour en jour, mes ressources d'italien diminuent en même temps parce que l'Italie, c'est la vie et c'est la vitalité. Et quand on perd sa vitalité, on perd aussi l'italien. Alors, le problème que je me suis posé dans cette série, pour cette série de 4 conférences, c'est un problème qui me préoccupe depuis longtemps et qui, comme vous le verrez dans une des 4 conférences, dont je vais vous donner la liste maintenant, m'a été suggéré par la lecture, j'y reviendrai donc, d'un texte qui n'est pas un texte d'historien, mais qui est un texte lié à, je dirais, l'histoire tout court, aux événements terribles des années 1790-1792. C'est les réflexions de Burke sur la Révolution française, qui sont apparues en 90. Et dans ce magnifique texte prophétique d'une beauté littéraire, mais aussi une profondeur de pensée rarement atteinte pour un pamphlet qui se proposait d'exercer une action directe sur les événements, et qu'il a d'ailleurs exercé, au moins en Angleterre. En France, le livre a été très commenté, mais il n'a eu aucun effet. Burke s'étonne qu'en quelques mois, un pays, une nation ou un peuple, comme on voudra, qui avait plus de 800 ans d'histoire et qui vivait depuis 800 ans à l'intérieur d'un certain système politique qui avait développé des mœurs que l'Europe avait imitées, qui avait développé une littérature, des arts et tout un modèle de civilisation, en fin de compte, qui avait, avec celui de l'Angleterre, formé en quelque sorte l'Europe du XVIIIe siècle, pouvait en quelques mois oublier tout et inventer sur une sorte de table rase un système fondé sur un certain nombre de principes ou d'axiomes et qui supposait la suppression de tout ce qui avait précédé. Et Burke, naturellement, insiste sur le fait que cela suppose une absence de conscience historique, en fin de compte, de la part des Français de la fin du XVIIIe siècle, et que la même chose n'aurait été impossible en Angleterre, parce que chaque révolution anglaise, au lieu d'être un oubli, a été un approfondissement de la mémoire, que chaque révolution anglaise a été en quelque sorte résolue par une méditation du passé, par une sorte de recherche dans les précédents pour trouver des formules heureuses, pour dépasser en quelque sorte le conflit. Et ça m'a beaucoup frappé parce que je me suis demandé s'il n'y avait pas là une vraie question qu'on ne s'était pas assez posée, et je me suis lancé dans une enquête qui n'est pas encore terminée, mais dont je voudrais vous exposer quelques étapes. Alors, la première étape, je vais donc vous donner les 4 titres. La première étape, ce sera de remonter au XVIe siècle et de voir comment, né au XVIe siècle, en France, et c'est un cas tout à fait unique, parce qu'il n'y a pas l'équivalent ni en Italie, ni en Espagne, ni en Angleterre, on voit naître 2 régimes rivaux de ce qu'on appellerait aujourd'hui, d'un mot que je déteste, d'écriture de l'histoire. Le premier, c'est l'histoire telle que l'humanisme l'avait définie dans ses traités De Arte Historica, et traités inspirés naturellement du fameux texte de Cicéron dans le De Oratore sur l'opus Oratorium Maxime, qui est le récit historique, et de l'autre, un genre bizarre qui, nous allons le voir, peut se réclamer à certains égards de César au lieu de Cicéron,
l'on traduisait en latin avec le mot de commentarii et qui s'est appelé, sur la longue durée, mémoire. Les mémoires, nous allons voir que c'est un genre qui a pris en France une importance considérable, qui est un genre proprement français, mais entre l'écriture, pour reprendre ce mot malheureux, de l'histoire au sens cicéronien, ou même, à la limite, au sens tacitéen, sans parler de Thucydide, qui n'est pas un véritable modèle pour le XVIe et pour le XVIIe siècle, et puis ce genre étrange, un peu monstrueux à certains égards, mais qui trouve en France une expansion, un développement extraordinaire, il y a une véritable schizophrénie de l'historiographie française, et cette schizophrénie, elle est plus intense au XVIIIe siècle peut-être qu'elle ne l'a été au XVIe et au XVIIe siècle, lorsque le genre s'est constitué et a acquis une sorte de première conscience de soi. On ne peut pas imaginer, en effet, deux formules d'historiographie plus opposées, l'une étant un effort pour reconstituer une continuité par la méthode de la narration et parfois sur la longue durée. En général, les auteurs d'histoire de France sont des historiographes royaux, des historiographes qui sont en quelque sorte recrutés par le roi vivant. Et de l'autre côté, on a cette littérature de mémoire qui est écrite presque clandestinement par de grands personnages qui souvent ont eu affaire soit aux événements militaires, soit aux événements politiques, mais qui s'en sont retirés à un moment ou à un autre, souvent par la disgrâce, et qui, dans leurs dernières années, écrivent le récit de ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils ont fait. Et ce qui est très étrange, c'est que ce récit, à la première personne, tout au moins pour 99% des cas, il y a une exception, celle de Sully, mais c'est une fausse exception, nous le verrons, ne sont pas publiés, naturellement, du vivant de l'auteur. Ils ne sont même pas publiés dans la génération qui suit la mort de l'auteur. Ils sont parfois publiés avec un délai de 50 ans, parfois davantage. Ce qui fait qu'on a deux versions, en quelque sorte, de l'histoire. Une qui tente de lui donner une dimension épique à travers, et panégyrique à travers une narration continue, et l'autre, une histoire éclatée, liée à une actualité qui souvent est déjà presque oubliée, mais qui néanmoins reste vivante parce que l'Ancien Régime a ses continuités, que donc on peut comprendre le cardinal de Rais lorsqu'il est publié sous la Régence au début du XVIIIe siècle, parce que on a encore présent à l'esprit les circonstances de la Fronde, et qu'un certain nombre de problèmes sociaux et politiques que la Fronde avait affrontés sont toujours là. Mais il est bien évident que si les mémoires de Rais avaient été publiées au début du règne de Louis XIV, ça aurait été une bombe, un formidable pamphlet, mais ça n'a pas été le cas. Alors il y a là, si vous voulez, deux régimes qui me paraissent avoir été développés indépendamment l'un de l'autre, naturellement, qui ne sont pas sans rapport l'un avec l'autre, mais ce sont toujours des rapports polémiques. Souvent, les mémorialistes sont des gens qui écrivent leurs mémoires non seulement pour se justifier rétrospectivement, non seulement pour attaquer leurs ennemis et essayer de proposer à leur propre famille une version optimiste de leur carrière, mais ils ont souvent pris le point de départ de leur écriture
parce que souvent ce ne sont pas des écrivains professionnels, la plupart ne sont pas des écrivains professionnels, après la lecture d'un historien professionnel dont ils ont vu que, par flatterie envers le roi, par flatterie envers, en somme, les autorités établies après leur départ, ont défiguré ou ont censuré une partie de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont dit et de leur mérite. Alors il y a donc, sont deux historiographies qui non seulement sont parallèles et ne se rencontrent pas, ni dans le temps, ni dans la forme, mais de surcroît sont le plus souvent deux historiographies qui se combattent. Mais elles se combattent dans des conditions très étranges parce qu'elles ne se combattent pas devant une opinion publique qui aurait au même moment les deux versions, si vous voulez, parce que chaque fois on découvre la polémique très longtemps après et on ne l'aperçoit peut-être que trop tard. Et ce n'est qu'au XIXe siècle qu'à la faveur d'une grande opération héroïque, si j'ose dire, le génie, si j'ose dire, des mémoires et le génie de l'historiographie, au sens officiel du terme, vont se retrouver, vont se réunifier dans la grande historiographie romantique de Chateaubriand, d'Augustin Thierry, de Michelet, des grands écrivains de l'histoire de la première moitié du XIXe siècle, et en même temps va naître effectivement une conscience nationale extrêmement forte, avec une représentation, je dirais, relativement cohérente, même s'il y a des conflits internes entre la version, disons, conservatrice et la version progressiste, tout tournant autour de l'interprétation de la Révolution, naturellement, mais il n'empêche que les Français du XIXe siècle, gavés d'histoire de leur propre peuple, depuis le Moyen-Âge jusqu'à la Révolution, ont acquis pour leur passé, pour leur patrimoine historique, un attachement qui n'existait pas à la fin du XVIIIe siècle et qui ne pouvait pas jouer comme un frein vis-à-vis de l'entreprise politique radicale qui a été celle, évidemment, de la montagne. Les monarchiens, les modérés, tous ceux qui étaient partisans de la Constitution de 91 n'ont pas pu s'appuyer sur un attachement dans le public auquel ils avaient affaire vis-à-vis de la tradition institutionnelle française qui aurait pu effectivement leur permettre de résister à l'idéologie au fond extraordinairement abstraite qui leur était opposée et qui a pu effectivement aller jusqu'au bout de sa radicalité jusqu'en 95. Alors je voudrais donc commencer par le XVIe siècle et je commencerai par un texte de Ronsard qui a écrit un jour, en 1554, une épitaphe à Philippe de Comines. Et à Philippe de Comines, historien. Et il écrit ceci, c'est un dialogue, sur le modèle vous savez, grec, de l'épitaphe dialoguée entre le passant et le prêtre, et un prêtre qui est supposé être veillé sur le petit temple qui est le tombeau de Philippe de Comines. Passant, quelle est cette déesse empreinte en cet ivoire qui se rompt les cheveux à pleine main? Le prêtre, l'histoire. Le passant, et l'autre qui d'un œil tristement dépité lamente à ce tombeau? Le prêtre, la simple vérité. Passant, ne gît point mort ici le Romain Tite-Live?
Le prêtre, non, mais un Bourguignon dont la mémoire vive surpasse ce Romain pour savoir égaler la vérité du fait avec le beau parler. Passant, dis-moi ce corps doué de tant de vertus divines. Le prêtre, Philippe fut son nom, son surnom de Comines. Et on voit là, en 54, une dichotomie très intéressante entre, d'un côté, l'histoire au sens cicéronien du terme, incarnée par Tite-Live, et à qui l'on refuse, en quelque sorte, la véracité, ou dont on met en doute la véracité, et d'autre part, l'histoire au sens des mémoires, qui est celle de Philippe de Comines, donc d'un moderne, d'un homme qui a écrit à la fin du siècle précédent, à la fin du XVe siècle, qui a été un collaborateur de Louis XI, et dont Ronsard dit que sa mémoire vive, c'est-à-dire de témoin, surpasse le récit du romain et égale la vérité du fait au beau parler. Et donc, du côté de Tite-Live, le beau parler, du côté de Philippe de Comines, la vérité du fait et la mémoire vive. Alors on a là, dès 1554, une sorte de polarité, si j'ose dire, entre deux manières d'écrire l'histoire, l'une antique, l'autre moderne, l'une rhétorique, si j'ose dire, l'autre factuelle et personnelle, et Ronsard manifeste sa sympathie pour la seconde, contrairement à ce qu'on aurait pu croire. Cette épitaphe, en effet, exalte le moderne français Comines au-dessus du romain Tite-Live, et il fait suite à l'édition par Denis Sauvage, l'historiographe de Henri II. Et là, on a un moment très intéressant où l'on voit un historiographe royal, en quelque sorte, prendre intérêt pour un texte d'un caractère très singulier, les Mémoires de Comines, de l'historien de Louis XI et de Charles VIII. En effet, jusque-là, le livre de Comines avait été publié sous le titre médiéval de Chronique et Histoire, exactement le même titre qu'on utilisait pour Froissart. Et pour la première fois, dans cette édition de 1552, donc 2 ans avant l'épitaphe de Ronsard, eh bien, elle reçoit le titre de mémoire. Et c'est la première fois que le mot au pluriel caractérise en français, et ça va se transporter ensuite en italien, ça va se transporter en anglais, ça va se transporter dans toutes les langues européennes, un certain genre qui, en somme, a peut-être des modèles, mais qui, aux yeux de ses premiers lecteurs, a des caractéristiques tout à fait nouvelles. Alors, cette édition critique de Sauvage, en 1552, sous le titre de Mémoire du livre de Comines, intervient à l'intérieur d'un grand débat sur l'historiographie dans les cercles humanistes français, qui prolonge et qui approfondit, à bien des égards, un débat qui a commencé depuis longtemps en Italie, dans les cercles d'humanistes au XVe siècle. Et ce débat a eu pour, je dirais, pour point d'appui une traduction latine de l'œuvre de Comines par un calviniste, Jean Sleidan, qui est une grande figure de l'humanisme français de cette génération. Alors déjà, un effort pour traduire en latin Comines avait été donc publié en 1945 avec une dédicace aux princes luthériens de Saxe et de Hesse, et puis de nouveau en 1948 avec une dédicace au duc de Somerset.
Donc vous voyez l'importance accordée par le texte de Comines, d'abord par Sleidan, représentant donc du calvinisme français, et offrant ce texte comme un chef-d'œuvre moderne de l'historiographie à des grands princes réformés, et d'autre part Ronsard à l'intérieur du monde catholique et à la cour de Henri II, qui essaye de prendre sur lui aussi l'autorité de Comines. Donc on mesure là à quel point le point de départ du genre des mémoires, ce sont les souvenirs de Comines sur le règne de Louis XI et de Charles VIII. Alors le lien entre l'édition de Denis Sauvage et la traduction latine de Sleidan, qui se suivent à peu près de 7 ans, le titre que l'on a donné à la traduction latine, Commentarii, Commentarii, Philippi, etc. L'une et l'autre offensive, l'une et l'autre tentative, l'une du côté catholique, l'autre du côté calviniste, s'efforcent de trouver un auteur qui leur permette de prolonger une polémique contre la conception, je dirais, de l'histoire éloquente que les Italiens avaient particulièrement illustrée dans l'œuvre de Paul Émile et dans l'œuvre de Paul Jove, qui était très célèbre à l'époque, mais que les Français considéraient comme une sorte de résurrection artificielle d'une conception de l'histoire qui semblait ne plus correspondre aux besoins modernes. Les éditions ultérieures du texte français établi par Denis Sauvage seront d'ailleurs complétées par la traduction française de la dédicace de Sleidan au duc de Somerset, que je vais analyser maintenant. La première question qui vient à l'esprit naît de notre étonnement, mais qui est moins peut-être vif aujourd'hui qu'il pouvait l'être il y a une trentaine d'années, parce que nous voyons mieux à quel point la Renaissance française a été, au fond, hantée par l'idée qu'elle devait se dissocier sur bien des points de la Renaissance italienne, de voir des humanistes, donc, qui ont pour profession de raviver la tradition grecque et latine, porter un tel intérêt à une œuvre antérieure à Pétrarque et aux grands rénovateurs du XVe siècle. Même avant Sleidan et même avant Sauvage, Louis Vivès, dans un texte qui est très essentiel dans ce débat sur l'histoire et qui s'appelle le De Disciplinis Libri Vigenti, paru à Anvers en 1531, posait, sans le résoudre, un dilemme bien caractéristique de ce dont nous avons à parler aujourd'hui. C'est un dilemme qui applique à l'histoire, au fond, la même problématique que celle qui a dominé le débat sur l'éloquence entre cicéroniens et anti-cicéroniens. Donc il y a une querelle du cicéronianisme relative à l'histoire, et Vivès en est le premier témoin européen. Et les Français ont repris en quelque sorte cette querelle. Vivès reprend les définitions et les normes qu'avait posées Cicéron dans le De Oratore avant tout, mais aussi un peu dans le De Legibus, à propos de l'écriture de l'histoire, et Vivès insistait sur le fait que, en utilisant d'ailleurs des formules cicéroniennes, l'histoire, testis temporum, témoin des temps, lux veritatis, lumière de la vérité qui se fait à travers le temps, n'a pas de pire ennemi que le mensonge. Donc l'histoire, c'est avant tout
la vérité qui se fait sur le passé. Or, constate Vives, les poètes ont compromis cette vérité par l'imagination fabuleuse, les panégyristes l'ont compromis par leur déformation flatteuse, et les peuples orientaux et méditerranéens l'ont compromise à la fois par leur penchant à la poésie et par leur penchant à l'éloquence. Et alors là, chez Vives, comme d'ailleurs chez la plupart des Français du XVIe siècle, il y a l'idée que le Nord est plus attaché à la vérité que le Sud, parce que le Sud et l'Orient, c'est le même monde. Ce qui jette sur l'historiographie antique, quelle que soit sa beauté littéraire, quel que soit son rapport avec l'épopée, et au contraire, parce qu'elle a un rapport avec l'épopée, eh bien, un soupçon qui doit être souligné. Les modernes, les médiévaux, en quelque sorte, parce que c'est comme ça qu'il faut comprendre le mot moderne au XVIe siècle, avaient pratiqué vous savez, la technique de la moralisatio de l'histoire antique, et l'avaient déformée à des fins édifiantes, et ils avaient inventé une hagiographie fantaisiste, une légende dorée, ou bien ils avaient écrit des chroniques nationales marquées par le chauvinisme, ignorant donc la règle d'or de l'histoire qui est la vérité impartiale. Alors je commente toujours le De Disciplinis de Vives. Et Vives conclut, il faut quand même faire exception parmi les modernes, parmi les récents, parmi les tardifs médiévaux, pour 3 auteurs, et en particulier le 3e, Froissart, Monstrelet et Comines. Et ce qui est très intéressant, c'est que on voit apparaître le nom de Comines comme, en quelque sorte, tous 3 Français, et tous 3 ayant écrit des chroniques de l'histoire de France, tous 3 considérés comme représentant une exigence de vérité par rapport à l'histoire que les anciens n'avaient pas eue et qui dépassait en quelque sorte, ou qui surmontait la tendance des médiévaux à, évidemment, favoriser le surnaturel ou le merveilleux sur la vérité. Alors, bien sûr, Vives, qui a un sens très aigu de la beauté du style, considère que ces auteurs sentent la barbarie. Ils n'écrivent pas dans une langue qui flatte son oreille, mais il préfère encore cette barbarie dans le style à une élégance qui sacrifierait la vérité. Alors il conclut en souhaitant, et ce souhait va hanter littéralement toute la littérature française des 2 siècles suivants, il va souhaiter que la réunion entre la beauté de la forme et l'exigence de vérité se reconstitue pour les historiens à venir et absorbe en quelque sorte la leçon de Tacite, de Tite-Live et de Thucydide, tout en manifestant l'exigence nouvelle de vérité critique qui est apparue chez Comines. En 1531, d'ailleurs, les thèses ou les espérances de Vives étaient renversées dans le fameux livre de Agrippa de Nettesheim, De Incertitudine et Vanitate Scientiarum, où Nettesheim conclut à un scepticisme radical qui rend au fond impossible la vérité historique telle que l'a définie Vives. En 1545, au contraire, revenant, si vous voulez, aux vœux de Vives, en traduisant Comines en latin humaniste, Sleidan, dans sa préface aux princes de Saxe et de Hesse, fait du mémorialiste français l'exemple même de la vérité historique, la preuve de sa possibilité.
Et là, c'est une préface très remarquable, très intelligente, et qui montre d'ailleurs à quel point le point de vue calviniste sur l'ensemble de la culture est d'emblée extrêmement articulé et intelligent, si j'ose dire, parce que c'est la première fois que on essaye de tirer de Comines une véritable théorie épistémologique, si j'ose dire, de l'historiographie. Il dit, dans le cas de Comines, nous avons quelqu'un qui a été à la fois spectateur et acteur des événements qu'il a rapportés. D'autre part, son désintéressement est évident. Il n'a destiné son récit qu'à la postérité. Il ne l'a pas publié de son vivant, donc c'est une garantie presque fatale, en quelque sorte, d'indépendance. Il n'a pas voulu flatter ni Louis XI, ni Charles VIII. Et on a avec lui, d'autre part, quelqu'un qui, étant un homme d'action, ayant participé même aux événements dont il parle, et n'étant pas un écrivain professionnel, étant donc indifférent aux ornements oratoires, a inventé une vera et pura narratio, une narration vue vraie et pure, qui correspond aux nécessités de l'actualité, du temps présent. Et là, on voit le point de vue du calviniste et le point de vue de l'humaniste critique, qui n'hésite pas, en somme, à reconnaître que les anciens n'ont pas tout fait, n'ont pas tout dit, mais qu'une nouvelle attitude historiographique est possible. Il dit, aujourd'hui, nous assistons au progrès, à la naissance et au progrès de la réforme, c'est-à-dire d'un christianisme critique qui abolit en quelque sorte les accroissements et les déformations que le catholicisme romain a apportés à la révélation. Il y a là les marques indubitables d'un dessein divin, et cette rénovation du christianisme pur a des conséquences dans tous les domaines, et en particulier dans l'attitude de l'historien vis-à-vis du passé. Donc les historiens d'aujourd'hui doivent rejeter, comme nous avons rejeté le superflu du catholicisme, tous les superflus imaginaires, oratoires et artificiels qui se sont projetés sur la foi. Il faut qu'ils s'en débarrassent pour informer les générations futures des événements capitaux qui, aujourd'hui, attestent la volonté de Dieu et qui raconteront cette actualisation, en quelque sorte, de la vérité divine dans les événements. Donc, Comines est considéré comme une sorte de précurseur d'une historiographie nouvelle, d'une historiographie critique, capable de raconter la gesta, si j'ose dire, reformatorum, pour les générations futures. Alors, vous voyez comment, là, une des singularités de la Renaissance française, ça a été justement l'importance, le nombre, l'intelligence, l'autorité du parti calviniste. Dans aucun autre pays d'Europe, on a eu, en quelque sorte, un parti de la Réforme à ce point rallié à l'humanisme et capable d'en donner une version très originale. Et à tel point que les catholiques français ont été obligés d'en tenir compte s'ils voulaient combattre, en quelque sorte, cette autre profession. Et donc, vous voyez la séquence est très intéressante, parce que l'éloge par Ronsard de Comines, l'édition de Comines par un historiographe de Henri II, viennent plusieurs années après que Sleidan ait, en quelque sorte, utilisé Comines comme un modèle pour une historiographie calviniste à venir
et pour poser les jalons, en quelque sorte, d'une histoire critique sans précédent, ou en tout cas avec très peu de précédents antiques. Alors, prouver par l'exemple de Comines, la véracité historique, selon Sleidan, doit être en quelque sorte la manifestation du 5e évangile qu'est la Réforme, dont la grandeur n'a pas besoin d'ornement, dont la vérité n'a pas besoin de procédés de célébration rhétorique, et qui touche au cœur de la vérité en rejetant tous ses voiles. On comprend que cette préface n'a pas pu être reprise dans les éditions ultérieures du texte de Comines, établi par le catholique serviteur de Henri II, Denis Sauvage. Jean Sleidan n'en était pas moins très connu et estimé à la cour de France, où il avait été au service de Jean du Bellay, le cardinal Jean du Bellay. Il avait dû simplement se retirer en 1542 à Strasbourg auprès du grand humaniste luthérien Jean Sturm pour ne pas souffrir de son ralliement officiel, si j'ose dire, à la Réforme. En revanche, dans la dédicace de 1548 au duc de Somerset, qui était beaucoup moins lié au thème religieux, il fait apparaître un thème, je dirais, plus national, qui est également très important pour l'avenir, parce que les mémoires vont devenir, je dirais presque, un genre français, et donc le thème national apparaît dès ce moment-là. Il fait un parallèle entre les commentaires de César et l'histoire de Comines, et il insiste sur la loi de vérité à laquelle tout doit céder en histoire. Il souligne que la qualité de témoin direct des événements, l'indépendance de jugement ont rendu César et Comines plus aptes que tout autre, à savoir Tite-Live naturellement, essentiellement, et même Tacite, à respecter cette loi. Le parallèle entre le premier historien des Gaules, César, même s'il en est le vainqueur, et l'historien impartial de deux rois de France, enracine en quelque sorte dans une tradition nationale de longue durée, une véritable vocation française à pratiquer une historiographie dépouillée de la louange, du panégyrique, dépouillée aussi des excès du blâme, de défauts d'orateur, et fidèle à la seule vérité sur la grandeur de la monarchie, et éventuellement, mais là il en parle moins dans cette seconde préface, de la grandeur des événements religieux. Dès 1555, cet idéal de vera et pura narratio, qui prétend se moquer de l'éloquence en quelque sorte et laisser Cicéron avec ses figures de rhétorique, d'autant plus séduisant cet idéal pour les Français que des étrangers tels que Sleidan et Vives lui trouvaient un Français pour modèle, a son premier effet. François de Rabutin dédie au duc de Nevers, je dirais un des premiers mémoires aristocratiques français, les commentaires sur le fait des dernières guerres en la Gaule-Belgique entre Henri II et Charles V. François de Rabutin, qui appartient à une grande famille aristocratique, n'a rien d'un historien professionnel. Il n'a aucun titre, si vous voulez, à écrire une histoire de France, comme par exemple ce personnage que j'ai mentionné au début, Denis Sauvage, qui lui a pour office d'écrire l'histoire de France. Eh bien, il n'empêche qu'il écrit sous le titre de commentaire, manifestement inspiré par Comines, un récit des dernières guerres en Belgique entre Henri II et Charles Quint. Dans sa dédicace, très intéressante, parce que pour la première fois, on écrit des mémoires et pour la première fois, on essaye de se justifier d'en écrire, il affirme que c'est l'admiration du duc de Nevers pour Jules César et pour ses commentaires
qui lui a donné le désir d'en écrire à son honneur. Il n'est pas très heureux de la forme qu'il a donnée à son récit. Il dit ce sont des brouillards de mémoire, mais il considère que même cette forme d'amateur, si j'ose dire, qui n'est pas un spécialiste de la littérature, eh bien, est une des garanties qu'il peut apporter à la vérité de ce qu'il rapporte. Cette œuvre mal digérée, ce style mal limé et mal poli, par défaut de l'être, chez un gentilhomme, chez un homme d'épée, chez un militaire, si vous voulez, eh bien, c'est peut-être un trait qui lui vaudra la confiance du lecteur. Les deux doctes auxquels il a montré son texte, et ça c'est très amusant de voir le gentilhomme qui montre son texte à deux humanistes pour le lui faire revoir au cas où il y aurait tout de même quelque chose à remédier, eh bien ils ont refusé de le corriger tellement ils ont trouvé que c'était un texte grossier, et il écrit ceci: « Par ainsi, le défaut mien de ne savoir bien au vif représenter la louange et le blâme, je désire ma simplicité être excusée, si en écrivant mon histoire, je n'ai usé d'artifice, ni enrichi mon style pour plaire à plusieurs oreilles délicates qui se délectent en l'ornement de langage, parce que, suivant la vérité qui est la fin et l'âme de l'histoire, j'ai été contraint d'écrire les affaires nûment comme elles sont advenues. » Et on voit ici un mot tout à fait important, c'est le mot simplicité. La simplicité dans l'expression, la nudité dans l'expression, et le mot est aussi ici, nûment, est en quelque sorte la garantie d'un rapport honnête, direct, franc avec la vérité des faits. Alors le gentilhomme, malgré son ignorance, a sans doute lu non seulement Comines, mais la préface que Sleidan avait donnée à Comines, et il tient compte en quelque sorte de ces éléments pour construire ce premier recueil de mémoire. En 1569, deuxième tentative du même ordre, toujours dans ce français qui est encore en train de se chercher, René du Bellay publie et dédie au roi Charles IX les mémoires de messire Martin du Bellay et de son frère Guillaume, une œuvre écrite auparavant, qui paraît posthumément donc, mais dans le milieu, qui a été écrit dans le milieu où avait évolué longuement Sleidan, c'est-à-dire la cour de Henri II, et où l'on était le mieux à même d'interpréter, dans un sens national cette fois et monarchique, les thèses de celui-ci sur la vérité de l'historien. Dans sa dédicace, l'héritier et l'éditeur de Martin du Bellay précise que celui-ci, par modestie, voulut appeler son manuscrit « Mémoire », estimant que le titre d'histoire emporta quelques ornements d'éloquence plus grands qu'il ne pensait y être employé. Donc vous voyez déjà une répartition sémantique entre mémoire et histoire, et qui écrivent non pas pour le succès ou pour un public, mais pour établir une vérité, et de l'autre l'histoire qui est une œuvre littéraire élaborée avec ses conventions, avec son style, avec sa forme élégante, et qui tend évidemment à imiter les grands modèles légués par l'Antiquité, dont les mémoires ne se préoccupent pas, sauf avec l'exception des commentaires de César, l'homme de guerre. Tous les autres étant des orateurs, évidemment. Tacite est un sénateur, mais c'est avant tout un grand rhéteur. Cicéron, c'est un avocat. Et Thucydide, c'était un disciple de Gorgias et des sophistes, et c'est donc un rhéteur par définition. Alors, si Alexandre avait écrit les récits de son expédition en Perse et en Orient,
on aurait eu l'équivalent de ce que les commentaires ont donné à Rome. Ce qui est très frappant, c'est que l'origine en quelque sorte, de la critique historique n'est pas, c'est dans la confiance faite à la bonne foi de l'acteur témoin. Et là, il y a une origine aristocratique, en quelque sorte, de l'histoire critique. On fait confiance à l'homme de guerre ou à l'homme politique ou à l'homme d'État dont la grande âme, en quelque sorte, a manié des événements ou qui a commis ou créé des actes très importants, de ne pas pouvoir mentir sur ce qu'il a fait ou sur ce qu'il a vu, et alors que tout homme de lettres, tout scribe en quelque sorte, est soupçonné de ne pas pouvoir se retenir de défigurer, de déformer, d'embellir par flatterie, en somme, je dirais même, dans une certaine mesure, servilité, la vérité qu'il devrait rapporter. Et là, on peut dire que jusqu'à Descartes, en quelque sorte, jusqu'au traité des passions de Descartes, le problème de la vérité et le problème de la grandeur d'âme sont extrêmement liés. On ne peut pas imaginer qu'un homme de lettres, qui est après tout un domestique, qui ne peut pas avoir de grandeur d'âme, puisse avoir la force de dire la vérité. Et là, ici, nous avons tout un pan, en quelque sorte, de l'historiographie d'Ancien Régime qui nous échappe parce que nous ne lions plus épistémologie, j'ose dire, et hiérarchie des âmes, au sens aristotélicien du terme. Eh bien, ici, elle est extrêmement présente, d'autant plus que les auteurs de mémoire sont à peu près tous des hommes du deuxième ordre, c'est-à-dire appartenant à l'aristocratie d'épée ou à l'aristocratie de robe qui s'identifie à l'aristocratie d'épée, les du Bellay étant à mi-chemin entre les deux. Alors, le fait même de se déclarer au-dessus des ornements rhétoriques, au-dessus de l'éloge et du blâme, suppose une grandeur d'âme qui se passe de ces artifices pour aller droit au fait. Alors, énumérant l'utilité pour la cour de France de voir publier un manuscrit qui, après tout, n'était pas destiné à être publié, puisqu'il avait été écrit pour figurer dans les annales de la famille du Bellay. Et ça aussi, c'est un point très intéressant. C'est le fait que chaque fois que ces mémoires sont publiées, les éditeurs s'excusent de les publier. Ils les publient, je dirais presque, en faisant violence aux intentions de ceux qui les ont écrites et qui ne les avaient écrites que pour leur famille, que pour l'édification de leurs enfants, de leurs petits-enfants, de leurs descendants, et pour leur permettre éventuellement, si jamais la mémoire de leur ancêtre était attaquée, de pouvoir s'appuyer sur un document irréfutable, sur un document d'archives que sont les mémoires, pour pouvoir le laver rétrospectivement. Alors les éditeurs sont toujours en train de montrer que ça n'a rien à voir avec l'attitude de l'homme de lettres qui écrit pour publier et pour bénéficier immédiatement, sinon du rapport financier en quelque sorte de son œuvre, mais aussi de l'amour-propre que va lui rapporter éventuellement le succès de son œuvre. Et cette attitude de l'homme de lettres est une attitude intéressée qui jette sur ce qu'il écrit, en particulier sur ce qu'il écrit en histoire, une espèce de soupçon de principe que, dans cette atmosphère aristocratique, on considère comme dirimante. Alors, tous ces paratextes, si j'ose dire, qui enveloppent les premières publications de mémoire, sont tout à fait intéressants
pour définir en quelque sorte une éthique aristocratique, en quelque sorte, de l'écriture des mémoires. Alors, je cite par exemple un passage de cette préface de l'éditeur aux mémoires des du Bellay. Il y a eu en notre nation peu de capitaines qui aient daigné mettre la main à la plume pour écrire ce qu'ils avaient fait ou vu faire, mais quand il s'en est trouvé, leurs écrits ont été préférés à toutes autres chroniques du même sens. Et il cite d'autres auteurs que Froissart ou que Comines. Il cite Joinville, la vie de Saint-Louis, qui va rester évidemment un des joyaux de l'historiographie française et qui, souvenez-vous bien, est écrite à la première personne. C'est un témoignage d'un compagnon de Saint-Louis qui n'a pas la prétention d'écrire une grande œuvre oratoire, mais qui se contente jour après jour de raconter ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu auprès du Saint-Roi. Ou encore Olivier de la Marche, autre historien ou autre mémorialiste de l'entourage de Louis XI. Et naturellement, Philippe de Comines, dont il dit qu'on ne peut pas le louer assez. Alors, un mot qui est très important dans ces textes, c'est le mot franchise. Alors, c'est un mot qui, évidemment, en français, est très important, parce que comme il coïncide avec le nom même de la nation franque, la franchise, c'est une qualité qui est éminemment caractéristique de la noblesse française, de l'aristocratie d'épée française. Et c'est un don qui est lié naturellement à la magnanimité, à la grandeur d'âme. La grandeur d'âme ne peut pas ne pas être franche, loyale. Elle n'a pas besoin de prendre des détours qui sont réservés aux domestiques, aux esclaves, aux gens de peu, de gens qui doivent utiliser des détours, qui doivent se servir du langage de façon oblique. Eh bien, la franchise, elle est au cœur de la foi que l'historien, qui écrit selon elle, inspire à son lecteur. Donc, franchise et confiance du lecteur dans la véracité du récit sont intimement liés. Le refus, donc, de l'histoire éloquente et de l'histoire ornée, la vera et pura narratio s'opposant à l'ornata oratio ou narratio, s'ajoute au poids de témoignage du sang versé par le guerrier dans un cas, ou tout à fait analogue au sang du martyr pour la foi, qui garantit, elle aussi, aux yeux des historiens de l'Église, la narratio pura des évangiles ou de la vie des saints. Dans l'édition de Martin et de Guillaume du Bellay en 1569, on peut dire que dès cette date, c'est-à-dire le début du dernier tiers du XVIe siècle, le genre des mémoires d'épée est constitué. Il a son modèle antique, qui lui confère une sorte de légitimité humaniste, selon les commentaires de César. Il a son modèle moderne, qui lui donne une légitimité nationale, en langue nationale, c'est Comines. Et il a, en quelque sorte, sa rhétorique anti-rhétorique, qui consiste à sacrifier les artes historiques humanistes à l'autorité du témoin et à la simplicité sans après, pure de louange et de blâme, du récit nu des faits. On retrouve cette topique du genre des mémoires dans les mémoires de Michel de Castelnau, qui avait été un homme de guerre et en même temps un homme d'État dans la période des guerres civiles, au temps de Henri III et de Henri IV, publié après sa mort par son fils en 1621. Vous voyez le décalage, presque un quart de siècle entre la mort de Michel de Castelnau et la publication de ses mémoires par son fils.
Or, son fils, se faisant éditeur, déclare ou fait déclarer à son père, plus exactement, parce que c'est lui qui rédige cette préface à la première personne, parlant au nom de son père: « J'ai pour exemple suivi Philippe de Comines, lequel, n'ayant pas grande connaissance des lettres, comme aussi n'est-ce pas ma profession, a laissé aux siens et à la postérité des mémoires plus véritables qu'artificieux, reçu toutefois et grandement estimé entre les historiens, pour être un gentilhomme qui nous fait voir les occurrences qu'il avait en partie vues et en partie négociées. Aussi n'ai-je rien voulu mettre en ces mémoires que les affaires que j'ai vues, maniées et traitées, toujours la présence du jeu, en quelque sorte, du jeu héroïque, du jeu aristocratique, dans la narration de ce qui est à rapporter. Et je me suis arrêté au discours de ceux, donc, appel au témoignage, mais appel à non pas n'importe quel témoignage, non pas aux témoignages écrits, mais aux témoignages oraux de ceux lesquels, le plus souvent, laissent... Alors, c'est plutôt... non, là je me trompe. Et ne me suis arrêté au discours de ceux lesquels, le plus souvent, laissent aller leur plume ou à leur passion, et au lieu d'une histoire, nous ont laissé des panégyriques ou des libelles contumelieux dont ils ont plutôt emporté le nom de partisans que d'historiens. Donc, à la limite, au point de vue de l'aristocratie d'épée, ce sont les mémoires qui contiennent la vérité de l'histoire. Toute autre forme d'histoire écrite par des professionnels, par des gens de lettres, est, par définition, exclue de la confiance que doit susciter le récit historique. Et il y a là quelque chose de tout à fait extraordinaire, parce que ce n'est qu'en France que nous avons vu, que nous voyons apparaître un tel phénomène à une telle échelle, parce que le nombre de mémoires qui vont se développer au cours du XVIIe siècle et encore au XVIIIe est considérable et constitue une véritable bibliothèque historique. Mais une bibliothèque historique éclatée en miettes, parce que chacun a pris en quelque sorte sa propre biographie comme cadre chronologique, et le raccord entre toutes ces histoires est extrêmement difficile, sauf peut-être un certain ton de polémique contre la monarchie, et de plus en plus, à fur et à mesure qu'elle devient absolue, et polémique aussi contre les intrigues de cour qui ont plus ou moins vite condamné l'auteur ou des mémoires à une retraite ou à une disgrâce. En 1664, donc, lorsque les mémoires ont commencé à se multiplier, que beaucoup ont été publiés, une première synthèse est proposée par Charles Sorel dans sa Bibliothèque française. Et il écrit ceci: il est à remarquer, il parle de Joinville, de la vie de Saint-Louis par Jean Joinville, que c'est ici la première histoire de France qui ait été écrite en langue française. Presque toutes les autres ont été faites par des ecclésiastiques qui savaient la langue latine. Ils croient que ce n'était pas écrire en gens de lettres et en savants que d'écrire en une autre langue. Mais le sire de Joinville, avec une générosité digne de lui, alors générosité est un mot très important. Vous voyez, Joinville est un aristocrate. Il a la grandeur d'âme. Contrairement aux ecclésiastiques qui, écrivant en gens de lettres sortis de leur couvent, n'ont pas l'autorité intérieure pour raconter une histoire digne de foi. Mais le sire de Joinville, avec une générosité digne de lui, voulut montrer que la science naturelle et son langage natal lui suffisaient pour écrire l'histoire de son maître, et que l'histoire d'un roi de France devait être écrite dans la langue du pays où il avait régné. Donc ici, vous avez quelqu'un qui a été historiographe de France, parce que Charles Sorel a été historiographe de France. Il ne l'est plus au moment où il écrit la Bibliothèque française, mais il l'a été. Et c'est même un historiographe de France qui a dû avouer qu'il n'a pas réussi
que la tentative qu'il a faite d'écrire une histoire de France, eh bien, elle n'a pas pris, et lui-même s'en est dégoûté. Donc il en revient à l'idée que, au fond, on ne peut écrire l'histoire de France qu'en raccordant les histoires que les grands seigneurs, représentants éminents de la nation, et ayant seuls cette lumière naturelle et cette autorité qui est nécessaire pour que l'on puisse faire confiance à ce qu'ils écrivent, eh bien, ont l'autorité sur l'histoire de France que les autres n'ont pas. Alors, il attribue à Joinville la science naturelle, donc ce qu'on appellerait la lumière naturelle, et le langage natal, c'est-à-dire le langage du roi. La contribution de la noblesse d'épée, donc, à l'éclosion d'une culture historique nationale, est reconnue également, presque à la même époque, par Jean Chapelain dans son dialogue des vieux romans, et il est soigneusement mis en évidence par ce Robin qui est tout ébloui par la qualité que les nobles d'épée ont pu donner à ces textes, alors qu'ils n'étaient pas cultivés au sens humaniste du terme. Sorel va même jusqu'à faire de l'apparition, avec les commentaires de Rabutin et les mémoires des frères du Bellay, d'une version modernisée de que la chronique militaire médiévale, la contribution de l'épée française, de la noblesse française, avec sa franchise, à la notion même de vérité historique. Donc il serait apparu là, avec l'aristocratie française et ses textes, de Joinville à Comines, une idée de vérité historique qui n'était pas dans le patrimoine gréco-latin. Célébrant les commentaires de Montluc, dont on sait pourtant le caractère apologétique, il affirme « La vérité est plus assurée en de tels livres qu'en d'autres, parce que ce sont de gens de bonne race et de grand cœur qui les ont composés, lesquels avaient trop de générosité pour user de quelque déguisement. Les choses qu'ils ont écrites étant de leur profession en sont mieux rapportées pour l'instruction de ceux qui les lisent et qui veulent suivre comme eux la voie des arts, pour ce que leur bon esprit, avec la pratique du monde, les avait stylés en beaucoup d'affaires. Il ne faut point douter qu'ils ne parlent encore fort pertinemment aux endroits où il est besoin de toucher quelques points d'état. » C'est ce qu'avait affirmé avec plus de tranchant le fils de Michel de Castelnau, l'éditeur des mémoires de Michel, dans la préface au lecteur de son édition de 1621. Il sied mieux à un gentilhomme nourri dans les affaires, de traiter de la guerre, des desseins des princes, des affaires d'État, qu'à ceux qui n'ont été élevés qu'à l'ombre des écoles et qui se font plus souvent profession de bien dire que de dire vrai. Et là, c'est tout à fait je dirais, ça me paraît aller dans la même lumière que beaucoup de textes de Descartes, bien que ce soit dans un autre ordre. Cette topique, donc, des mémoires d'épée, emprunte ces lieux à la méditation érudite sur l'histoire que l'humanisme réformé gallican veut arracher au scepticisme, au mensonge de la littérature antique et méridionale, si j'ose dire, le genre des mémoires, né dans la période 1555-70, dans le temps même où François Baudouin fonde sur l'alliance entre philologie et jurisprudence la méthodologie de l'histoire de l'école historique gallicane. Et alors là, on arrive à un texte clé, bien avant Sorel, c'est dans 1556, le Methodus ad facilem historiarum cognitionem de Bodin, où nous trouvons une véritable problématique, en quelque sorte, de l'historiographie, qui joue à fond en faveur des mémoires et qui joue à fond contre la conception éloquente, littéraire, et je dirais presque oratoire de la tradition latine. Alors, je résume, et je conclurai peut-être aujourd'hui là-dessus, les critères de la véracité historique selon Bodin, qui a d'ailleurs commenté plusieurs de textes que j'ai évoqués.
il a évoqué Martin du Bellay, il a évoqué Sleidan et son édition de Comines, et il a évoqué aussi naturellement Guy Chardin, Machiavel, et puis la Flaccus Illyricus, vous savez, la grande tentative luthérienne de réécrire d'une manière critique l'histoire de l'Église, déformée en quelque sorte par la mémoire catholique. Alors les trois critères sont les suivants. Le critère de l'indépendance de l'historien, qui, s'il écrit l'histoire de son temps, ne doit pas le faire pour les contemporains, et donc sous la pression d'une certaine conjoncture contemporaine, mais pour la postérité, ce qui le libère du poids de l'immédiat, et ce qui, naturellement, justifie à ses yeux que tous les vrais témoignages historiques soient publiés après la mort de leur auteur, donc publication posthume. Deuxième critère, le critère de la compétence de l'historien, dont le jugement ne peut avoir de poids que s'il a assez d'expérience de quoi il parle, donc il s'est colleté avec les faits. Rien de plus ridicule qu'un pédant qui prétend juger des actes d'un roi ou d'un chef d'armée. Sur ce point, ce grand magistrat, qui est Jean Bodin, est en parfait accord avec les nobles d'épée qui se moquent des moines ou qui se moquent des hommes de lettres ignorants des affaires du monde. Troisième critère, le critère de la séparation entre la narration historique et la rhétorique démonstrative ou la philosophie morale. Ce n'est pas dans le récit historique qu'il faut briller par l'éloquence, et ce n'est pas dans le récit historique qu'il faut enseigner la morale. Alors c'est très intéressant parce que, en fait, dans la tradition antique, l'histoire fait partie de l'éducation morale. Elle est exemplaire. Et bien là, pour Bodin, je ne sais pas si j'ai traduit le texte, j'ai le texte en latin, je ne sais pas si je l'ai traduit, j'espère que je l'ai traduit dans les notes de ce cours, je vais vérifier ça, mais c'est là-dessus que j'aimerais conclure, parce que c'est un texte... Vous pouvez le lire en latin. Je vais vous le lire en latin, si vous voulez, mais... attendez, je crois que je l'ai. Je vais vous le lire en latin et puis je vais vous le traduire. Voilà. C'est là. Alors, le voilà. Nam cum historia, ni la liud esse debeat, quam veritatis imago, l'image de la vérité. Et rerum gestarum veluti imago. Donc, le miroir de ce qui a eu lieu, ou de ce qui a été fait. Quet in clarissima populi luce, omnibus adjudicandum proponitur, profecto prejudicium historico tum plurimum de rebus gestis detrahi. Donc, ce qui est important, c'est que le préjugé soit ôté à celui qui doit raconter les faits historiques. Propterea, quod imperitorum animos, variis opinionibus preoccupare velle videntur. Donc, vous voyez, les âmes des gens qui n'ont pas la pratique des choses sont très facilement envahies par les préjugés. Prudentibus vero qui falli nollunt, ob idipsum quia non rogati sententiam ferum, valde suspectisunt. Illud etiam non parum obest, quod plerique historici comme rhétores aut philosophos agunt. Donc, vous voyez que même le philosophe, étant donné qu'il a un système, étant donné qu'il a une doctrine, est exclu de l'écriture historique parce qu'il introduit un biais, un bias, comme on dit en anglais, qui ne convient pas. Philum abrumpunt preposite narrationis et legensium cogitationes et memoriam alio distraunt.
et en somme, ils préviennent les pensées des lecteurs, et au fond, on peut dire que Bodin, ici, a l'idée que l'histoire et l'idéologie sont totalement opposées, et que chaque fois qu'on veut faire de l'histoire un instrument pour soutenir une idéologie, eh bien, on passe à côté de la vérité. Or, quel est le seul lieu où cette préoccupation idéologique peut être brûlée, si j'ose dire, peut être détruite? C'est le lieu où l'homme d'action a contact avec le réel. Et c'est à partir de là, et du miroir que l'homme d'action lui-même peut apporter dans l'écrit à ce qui s'est passé, qu'on élimine tout présupposé, tout préjugé, toute déformation, qu'elle soit rhétorique, philosophique, morale, ou tout simplement liée à une intention intéressée, flatteuse. Et c'est-à-dire que pour Bodin, au nom d'une vérité scientifique, Clio, la muse de l'histoire, renonce à son suprême titre de gloire, selon Cicéron. Elle renonce à être magistra vitae. Elle veut d'abord être maîtresse de vérité plutôt que de vie. Bien au contraire, méthode de lecture de l'histoire, l'ouvrage de Bodin présente l'étude critique des historiens selon leur degré de véracité. Et ça n'est pas du tout parce que ce sont les plus savants, mais parce que ce sont les plus honnêtes, selon les critères qu'il a établis, qui vont l'emporter dans sa bibliographie. Leur expérience, leur information, leur jugement suppose une raison adulte qui a été capable de mettre en évidence les faits et de ne pas les sacrifier aux mots. C'est la même pédagogie d'une élite déniaisée, si j'ose dire, par-delà la rhétorique académique et la morale vulgaire, que pratiquera la Bibliographia Politica de Naudet, publiée en 1633 et traduite en 1942. En somme, Naudet veut construire l'éducation d'un haut personnel politique, militaire et diplomatique de l'État sur cette base. On doit former ces gens sur des textes qui les habituent à regarder les faits en face et à connaître les faits d'autrefois également dans leur nudité. Sinon, on aura affaire à des brouillons ou à des pédants. Or, on ne peut pas gouverner un pays avec des pédants. Alors, il y a là donc une sorte de véritable schizophrénie, comme je le disais au début, entre deux conceptions de l'histoire, l'une liée au secret de l'exercice direct du pouvoir, qu'il s'agisse du pouvoir militaire ou du pouvoir politique ou du pouvoir judiciaire, et de l'autre, cette historiographie, je dirais officielle, mais qui est confiée à des écrivains professionnels, à des historiens professionnels, et qui, elle, ne mérite pas autre chose qu'une lecture distraite, parce qu'elle n'inspire pas confiance. Et on a, tout au long du XVIIe siècle, et on va la voir encore au XVIIIe, et je consacrerai la dernière leçon à Voltaire, parce que c'est un peu une sorte d'apax, un cas tout à fait extraordinaire, tout à fait exceptionnel. Il a été historiographe du roi, mais il a été aussi l'inventeur d'un nouveau type d'historiographie. Eh bien, on a affaire donc à deux formules qui ne se rencontrent pas et qui laissent évidemment le public totalement déconcerté. Parce que n'oublions pas aussi un point que j'ai peut-être pas assez, ou que je n'ai pas mis en évidence dès le départ, c'est que même si les mémoires sont publiées parfois 50 ans après, il est très probable, bien qu'on n'en ait que des preuves très indirectes, que manuscrites, elles ont circulé dans l'immédiat.
mais dans le cercle des initiés. On est presque persuadé que même les mémoires de Ray ont été connues par Madame de Sévigné, par Madame de Lafayette, et probablement par un certain nombre de personnages autour de Louis XIV. Autour de Louis XIV. Les mémoires de Saint-Simon. Dès que Saint-Simon meurt, le Choiseul envoie immédiatement au château de Saint-Simon la police pour se saisir des mémoires et les transporter dans les archives royales. Et en principe, comme on savait que c'était des mémoires extraordinairement dangereuses pour des gens qui étaient encore vivants, mais aussi pour la mémoire de l'arrière-grand-père du roi régnant, Louis XIV, mais dans les mois qui viennent, des copies des mémoires de Saint-Simon commencent à circuler. Elles n'atteignent pas le public. Ce n'est qu'en 89 qu'on va publier une première anthologie des mémoires de Saint-Simon, et ce n'est qu'en 1818 qu'on en aura une version relativement complète, très incomplète, mais enfin tout de même assez complète pour qu'on en voit et le style et la totalité. Mais dans l'intervalle, même avec l'autorisation de Choiseul, des copies partielles ont été faites pour être confiées à ceux qui sont à l'intérieur de l'aristocratie qui gouverne le pays et qui doit savoir. Et alors là, on a un système, si vous voulez, de communication qui nous est très étranger, mais qui, évidemment, ne favorisait pas, je dirais, l'amour de la patrie, comme diront les Jacobins vers 1792-1793. Donc, je vous remercie de votre attention et nous reprendrons demain l'étude de cette question dans son développement. Donc, je vous ai annoncé donc à 11h demain, je parlerai donc de histoire et mémoire dans la longue durée, puis je traiterai dans le troisième cours de l'historiographie au XVIIIe siècle, et dans le quatrième, j'étudierai Voltaire et l'histoire. Et comme vous le savez, c'est l'homme universel. Il a écrit des mémoires. Il a écrit de l'historiographie officielle, il a été historiographe officiel de Louis XV, et puis il a écrit aussi L'Essai sur les mœurs, qui est un peu une sorte de tentative d'histoire philosophique, comme il n'y en avait jamais eu, mais une histoire qui je préviens un peu mes conclusions, qui n'améliore pas la situation, parce que c'est une histoire universelle. Et elle ne porte pas du tout sur l'histoire de France. Le seul ouvrage, le grand ouvrage d'histoire de France de Voltaire, paradoxalement, est un ouvrage formidablement conservateur. C'est le siècle de Louis XIV qui va devenir jusqu'à nos jours, parce qu'au fond, il a marqué à jamais la mémoire nationale, qui reste jusqu'à nos jours une espèce de canon, en quelque sorte, sur lesquels les Français pensent la grandeur de leur pays, la centralisation de l'État et le rôle de l'État dans la culture, les arts, les lettres, le cinéma, la musique, etc. Grazie. Merci. Ci sono domande? No, non battiamo le mani perché uno deve battere sempre, allora poi sono lezioni. E domande? Perché capisco che è un poco tutto nuovo per tutti voi, ma anche per noi, quindi per esempio terrorizzare, ci pensate stanotte. Volevo sottolineare una cosa importante nelle ultime parole che diceva il suo Fumerolì e che è fuori dall'argomento: la circolazione dei testi manoscritti. Sì. Avete sentito che tutto il Settecento fa circolare, in questo caso, testi storiografici, no? Cioè contro una opinione comune ampiamente seguita, che fa finire i manoscritti con l'invenzione della stampa. Cioè, ci sono dei libri, finiscono i manoscritti. Ecco, non è vero. I manoscritti continuano a costituire un tessuto connettivo
della République des Lettres, almeno in certi settori, lungo tutto il Settecento. Non solo i famosi manuscritti clandestini di cui si occupò 40 anni fa Webb, che solo in questi anni sono diventati oggetto di studio attento, ma il manoscritto come tale è un veicolo che in certi ambienti sostituisce la stampa, la precede, permette la circolazione di idee che non era permessa appunto tempi di censura, vero? Da parte dei vari regimi, tutti liberali fino a tutto il Settecento. Ognuno aveva, salvo certi casi olandesi, ma non perché in Olanda mancasse di controlli, ma perché essendo un'organizzazione politica ed ecclesiastica decentrata, pluriforme, ogni città aveva il suo tribunale, la sua chiesa, la sua università, se era importante. Ma al di fuori di quella università non aveva valore la eventuale proibizione del libro, quindi c'era la libertà di stampa olandese è legata appunto al fatto della mancanza di un'autorità centrale. Ma se non tutti gli altri paesi, proprio il modo per evadere la stampa non è solo evadere la censura, la stampa clandestina, amplissima, ma questo Saint-Simon, che poi era un manoscritto di non modeste proporzioni, dico Saint-Simon, di cui forse la prima edizione di Critica Completa è la Pleiade. Anche dissimulato dallo Stato nell'archivio reale, succede a filtrare non nel pubblico, ma in un certo pubblico. Certo, perché è una cosa pubblico. Quindi è importante tenere presente questo, insomma, che testi pubblicati postumi, diciamo, hanno a volte, di volta in volta, questa suggestione è molto importante, una circolazione veicolata e promossa, suggerita in certi ambienti, certo, non sulle piazze, ma questo il manoscritto moderno. Non c'è, guardate, anche nelle cattedre universitarie i paleografi non sono cainografi, i paleografi sono tutti, si fermano col 400, 500 massimo. Manca una disciplina di manoscritti moderni. Fino a pochi anni fa si compravano a pochissimo sul mercato. Invece, appunto, ripeto, sono un veicolo estremamente importante. Tenetelo presente, perché metodologicamente la suggestione che viene come conseguenza marginale a quanto Mussolini ha detto è che stiamo attenti, le idee circolano appunto manoscritte ancora. Poi però questo avverrà anche in regimi in autoritari moderni, avverrà anche, vero? E quindi certi opuscoli del Partito d'Azione che giravano manoscritti durante il fascismo, certo. Appunto, in maniera minore. No, volevo dire che è vero non soltanto nel caso della storia della filosofia, perché è il dominio dove si è diventato il più cosciente del problema, perché c'è tutta una ricerca sul manoscritto filosofico sotterraneo che difende idee come dire, eterodosse e che spiega come queste idee alla fine, dopo 100 anni, finiscono per venire alla luce della stampa, ma hanno circolato prima a lungo di una maniera sotterranea. Ma c'è anche un fenomeno che è legato alla storia della letteratura, perché la storia della letteratura è stata fatta prima naturalmente con i testi stampati, ma si vede che nel Settecento, per esempio, in Francia, non so cosa succede in Italia, ma in Francia l'esistenza di questa magnifica aristocrazia colta, ma che anche è diventata una classe di loisir e ha inventato una civiltà dell'ozio che anche oggi resta ha un fascino retrospettivo enorme, ma aveva il suo teatro privato, non c'era un castello, non c'era una casa di campagna
in Francia nell'Ottocento, nel Settecento, senza un teatro. C'era recitazione di poesia, c'erano letture di romanzi, di novelle, di testi di ogni genere, per esempio testi che erano imitati della parola popolare per divertire, insomma, questa gente elegante. E tutti questi testi non sono stati pubblicati. Ci sono enormi quantità di teatro, enormi quantità di poesia, enorme quantità di fizione che è stato inventato sul posto per una certa compagnia di gente e che hanno qualche volta trovato un accesso alla stampa, ma il più spesso sono in archivi, sono stato sotto la forma manoscritta, perché questa gente avevano il senso che insomma la letteratura letteratura professionale era alla fine meno attraente che la letteratura non professionale, perché la letteratura non professionale era legato all'istante, alla felicità del momento, era legato alla personalità della gente che si conosceva, degli amici, delle amiche. E allora tutto questo è un fenomeno che non è stato preso in conto perché non entrava nelle categorie solenni della storia letteraria, scolare, direi, universitaria. Oggi si intravede questo fenomeno e per questo che oggi, quando si parla delle nuove tecnologie, non si deve credere che le nuove tecnologie vanno a far sparire né il libro né neanche il manoscritto o una certa forma di manoscritto, perché c'è sempre una fascinazione per le forme, le forme di espressione cosiddetti superati, che le preservano anche nel momento dove praticamente non sono più necessarie. E penso che nel caso del manoscritto abbiamo una ragione di rassicurarci sull'avvenire della comunicazione più privata, più intensa. Grazie tante. Bene, allora ci vediamo domani alle 11.